Hein. Non, non, mais pas de souci. Nathalie. Oui, bonsoir à tous. Donc après passer directement de Jean à moi, waouh, c'est le... Oui, vous m'entendez? Non. Oui, pas trop. Non. Plus près? Oui. Donc on a eu en effet la chance, enfin j'ai eu la chance de vivre à côté de chez Monsieur Grandouillet à Piche. Et avant de vous parler, je voulais juste vous demander, ça c'est de la curiosité, oui. Faut que tu colles. Il faut que je colle. Et il faut qu'elle se mette au milieu. Il faudrait qu'elle se mette au milieu. Il faut que je me mette là. Oui. C'est bon là? Merci, oui. Mais je casse, Jean. Il faut que j'appuie? Non, voilà. Non, tu colles, c'est une mouflette, c'est une nouvelle mouflette exprès. Elle est toute propre, hein. Tu peux y aller comme ça. Hein. Non mais je te le dis, hein. À mon avis, il faut parler comme ça. Je voulais juste vous demander combien il y en a qui ont connu de son vivant Monsieur Grandouillet parmi vous. Je serais curieuse de... Ah ouais, super. D'accord. Ok. Donc Monsieur Grandouillet, eh bien, vous vous rappelez de lui avec ses longues jambes, ses longs bras, et ça m'a fait beaucoup rire quand dans la vidéo il dit « mais je sens l'eau partout ». Mais oui, il sentait l'eau partout. Et moi j'ai été, Jean l'a très bien dit, on est vraiment resté à ses côtés de façon volontaire parce qu'on s'est rendu compte que c'était un grand monsieur, mais un grand monsieur dans le sens un bel homme, un beau personnage, dans le sens merveilleux. Et c'est ce qu'il a apporté à ma vie quand je repensais à lui plus fort ces jours derniers, puisqu'il y avait cette rencontre entre nous tous, et je me disais, oui, vraiment, il a amené du merveilleux dans ma vie, et il a donné plus de sens à chaque chose de la vie. Avec lui, c'était un émerveillement du matin au soir. Et nous sommes arrivés, donc, et on était des citadins, enfin surtout moi, j'étais une vraie citadine, et il nous a trouvé cette maison à côté de chez lui, puisque une partie de notre vie cessait au Chambon-sur-Lignon, et c'est lui qui nous a trouvé cette maison. Et il me dit, bah, il va falloir faire du jardin maintenant. On n'avait jamais jardiné, bah oui, il va falloir faire du jardin. Et M. Grandouillet, c'était quelqu'un, quand il avait une idée, c'était vraiment à réaliser. Donc on a attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et on ne faisait pas de jardin. Et puis un matin, on a entendu du bruit très tôt, il devait être 5 h du matin, 5 h 30, on a entendu du bruit. Et on dit, mais c'est bizarre, il y a quelqu'un qui tape à côté de chez nous. Donc on a ouvert les volets, et il était dans le jardin, en train de bêcher notre jardin, parce que ça faisait 3 semaines qu'il nous en avait parlé, et qu'on n'avait pas jardiné, donc il s'était mis à l'action. Là, c'était sans arrêt ça. Il voulait nous inviter à aller vers ce qu'il aimait, vers la nature, et c'est un magnifique souvenir. Donc il nous a appris à semer, donc il y avait ce côté... Jean disait, il était complet, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire, il savait tout faire. Il savait vraiment aussi bien chercher des sources, et ça c'était son côté extraordinaire, mais il savait super bien cuisiner, il savait super bien jardiner, tout réussissait avec lui, les plantes, il savait les faire pousser, c'était assez incroyable, il avait vraiment une force extraordinaire. Et donc, bah oui, il m'a appris à faire des soupes bien meilleures que celles que je faisais, hein, vraiment. Et tout était à couper les carottes d'une certaine façon. Donc, il y avait un côté très concret, très pratique. Et puis, il avait ce côté où il savait comment poser les objets dans les maisons. Donc, par exemple, s'il voyait une pendule placée en angle, il me disait non, là, il ne faut pas mettre comme ça coupe l'énergie. Alors après, quand on s'intéresse intellectuellement à toutes ces choses, on sait, le Feng Shui nous dit, il ne faut pas couper les angles, mais lui, il savait ça, c'était inné. C'est ça qui est extraordinaire, il avait tout ce savoir, et ça sortait comme ça. Et ça m'amusait beaucoup aussi, parce que c'était un homme extrêmement brillant, qui parlait très bien quand il voulait. Donc parfois, nous, quand on était avec lui, il nous a fait des séances, mais remarquables. Puis parfois, il prenait un air très benêt. Il y avait aussi cet antagonisme qui était... Et alors je lui disais, mais monsieur Grandouillet, mais pourquoi vous avez pris cet air, la benet, comme ça on aurait dit que vous connaissiez rien. Et dit, bon, de toute manière, est-ce qu'ils auraient vraiment eu envie de comprendre ces gens-là? Donc je ne suis pas fatiguée. Voilà, donc il y avait ce côté très naturel, et donc un formidable jardinier. Et le jardin, je lui disais, mais c'est beaucoup de travail, monsieur Grandouillet, le jardin, vous vous rendez compte, on passe un temps fou, nous on a du boulot à côté. Il me dit, mais vous vous rendez compte, si un jour il y a une guerre, il faut savoir jardiner. Donc il y avait ce côté de bon sens à tout expliquer, à partager, et vraiment je lui suis très reconnaissante. Et là aussi, on ne faisait pas du jardin n'importe comment. Il avait son calendrier des semis, mais lui, c'était dans sa tête. Il n'avait pas besoin de regarder, il savait les bons jours de semis. Donc il arrivait avec sa mobilette, là, il klaxonnait. Oui, alors aujourd'hui, vous avez semé, vous avez planté ci. Donc vraiment, il nous a entraînés dans beaucoup de choses. Il fallait faire plein de choses. Et puis,
Et puis, il y avait les plantes aussi. Il y avait les plantes, la guérison. Donc, je suis de formation herboriste et naturopathe. Et là aussi, l'émerveillement, il connaissait beaucoup plus que moi. Alors qu'herboriste, on a quand même un savoir. Il connaissait tout, mais il allait encore bien plus loin que là où moi j'allais. Il connaissait chaque détail, et comment soigner. Et il voyait les gens, et il me disait, mais vous voyez, là, il est en souffrance de ça. Ah, il voyait l'invisible. C'était assez incroyable. Et alors moi, j'arrivais derrière en lui disant, mais on aurait pu donner cette plante. Oui, oui, il me dit, on aurait pu donner celle-là, mais ça, c'était encore mieux pour cette personne. Ça lui correspond mieux. Donc, un savoir absolument incroyable. Et en fait, il avait en lui le vivant, il avait accès à la source du vivant, donc il avait accès à toutes les connaissances. Alors pareil que la journaliste, je lui disais, mais comment vous avez appris toutes ces plantes? C'est votre maman qui vous a appris? Oui, il me dit, ma mère m'a un peu transmis. Oui, mais elle savait tout ça? Oui, un peu. Donc en fait, il savait plein de choses par lui-même. Il n'y avait pas que ce qu'on lui avait appris, il y avait toutes les choses. Il accédait à la source de la connaissance. C'était inimaginable. Moi, quand je vois au niveau des plantes, j'étais impressionnée. Donc des guérisons incroyables. Hein. Et j'ai un ami dans la salle qui est ici guérisseur, lui aussi. Et on peut vraiment comprendre ce don complet à l'autre. Il se donnait jour et nuit pour aider les autres. Donc il avait son téléphone tout près de lui. Parce qu'il disait, des fois, il y a des gens, ils m'appellent à 2 h du matin, je ne peux pas les laisser dans l'embarras. S'ils sont malades à 2 h du matin, donc il répondait à 2 h du matin au téléphone pour aider les gens. Et il était disponible tout le temps. Et je lui disais, mais monsieur Andouillet, mais il faut vous reposer un peu, il faut vous protéger, il faut... Mais non, il dit, mais non, moi je ne suis pas fait pour me reposer, je suis fait pour aider les autres, il faut me laisser faire, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon destin. Donc il aidait, il passait son temps à ça. Et ça n'allait pas s'il n'aidait pas. Donc il était disponible du matin au soir. Et vous avez vu, vous connaissez Piche, c'est perdu au milieu de nulle part, quoi. Et il y avait des files de voitures qui attendaient là pour venir se faire guérir. C'est juste inimaginable. Et alors le plus fort de tout, de ce souvenir de guérison, c'est, je lui parlais du docteur Bach qui avait créé les fleurs de Bach, parce que c'était mon domaine de prédilection. Alors il était très curieux de savoir comment faisaient les autres. Alors je lui expliquais, c'était un médecin, et au début, quand il a renoncé à son cabinet à Londres, il faisait venir ses clients au Pays de Galles et il les faisait mettre à côté des plantes qu'il estimait bien pour telle ou telle pathologie. Il disait à ce client, à ce patient, en l'occurrence, asseyez-vous et à cette fleur vous fera du bien. Et M. Gandouillet dit, oui, moi je fais la même chose. Et c'est vrai. Un jour, je l'ai entendu, il y avait un monsieur qui habitait Saint-Agrève, qui est venu, un monsieur qui venait se faire soigner. Et M. Grandouillet lui a dit, tiens, viens, tu vas te mettre dans mon jardin, là, et tu vas rester un moment à côté de cette plante, elle va te faire du bien. Vous voyez, là aussi, un savoir incroyable, et ça marchait, il guérissait de manière incroyable les gens. Et il était, alors, je vais faire un petit peu de parler de moi, là, mais j'ai souffert depuis toute petite. J'avais 2 ans et c'était le souci de ma maman incroyable. J'ai eu des problèmes d'infection urinaire énormes jusqu'à ce que je rencontre M. Grandouillet. Et donc j'ai eu beaucoup de traitements, enfants, etc. Et ça ne cédait pas, ça revenait tout le temps. Et donc un jour, j'ai parlé de ça à M. Grandouillet. Donc il avait un œil, si vous vous rappelez de lui, qui bougeait tout seul. Vous savez, quand il nous étudiait pour nous soigner, il regardait, il avait un œil qui bougeait, c'était assez impressionnant. Il y a même des gens qui en avaient un peu peur, mais c'était tout le contraire, c'était pour nous aider. Et il me regarde, puis il me dit, oui, en fait, ce problème d'infection urinaire, en fait, ça vient entre vos 2 orteils, là, vos métacarpes, vous avez un nerf qui est coincé au pied gauche. Et ça, c'était en 1996. Donc il me dit, il faut juste toucher un peu, là, montrez-moi. Donc il prend le pied, il touche mon pied. Il me dit, de temps en temps, là, vous massez cet emplacement. Alors il me dit, oui, ça doit être bien. Alors je dis, mais vous pensez que ça va être fini comme ça? Oui, il me dit, peut-être. Vous savez, il était toujours peut-être. J'en ai plus jamais entendu parler. Donc vous imaginez, je suis assise en face de lui, il me regarde avec son œil qui bougeait, je lui parle d'un problème médical d'infection urinaire et il voit que c'est un nerf coincé dans mon pied gauche. Là, c'était ça tous les jours, M. Grandouillet, avec tout le monde. Et si vous avez la gentillesse de témoigner tout à l'heure, on a tous que des expériences comme ça. Alors, donc ça, c'était la guérison. Donc il soignait les brûlures, évidemment, il soignait plein de choses. Et puis, il y avait aussi le côté objet perdu. Donc là aussi, c'était incroyable. Donc il y avait des gens qui avaient perdu des chiens de chasse.
Donc il venait le voir. Alors sur la carte, il disait oui, ben là, voilà, il est là, vous allez aller à cet endroit, vous retrouvez votre chien de chasse là. Les gens y allaient, le chien y était. C'était dingue, c'était incroyable. Il y avait des gens aussi qui appelaient parce qu'ils avaient perdu une montre dans la maison, parce qu'il était sur tous les fronts, c'était incroyable et c'était toujours hyper juste. Et en discutant avec Jean-Christian et Alain, quand on a préparé pour vous cette rencontre, on se disait en fait, il était mais toujours hyper présent, hyper éveillé. Jamais il nous téléphonait quand on n'était pas là. C'était assez impressionnant. Vous voyez, si par exemple on était absent, je ne sais pas moi, de l'après-midi, eh bien il allait nous téléphoner parce qu'il nous est... Ah, ça c'est la mouche. Il était très présent dans nos vies. C'était quelqu'un qui aimait aider. Vraiment, il aimait partager son savoir. Eh bien, il nous appelait jamais quand on n'était pas là. Il n'y a jamais eu de message sur le répondeur, il n'y a jamais eu le numéro de M. Grandouillet qui est apparu. Il sentait qu'on était là et il nous appelait quand on était là. C'était vraiment très très surprenant et en même temps, il était extraordinaire, complet, j'aime bien ce mot complet, et tout à fait normal. Il y avait un côté. Et quand je lui disais, M. Grandouillet, c'est extraordinaire ce que vous faites là. Et il me regardait, c'est pourquoi vous ne le faites pas? Mais non, moi je ne le fais pas du tout. Ah bon? Voilà. C'était tout, c'était normal, il n'y avait rien pour lui. Il était complètement intégré dans cette vie et c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Donc il y avait les objets perdus, donc là aussi, il en a fait des quantités astronomiques. Et il y avait des sources, mais ça je laisserai peut-être plus Christian parler des sources aussi. C'était pareil, il trouvait des sources, ou même Alain, il a une très belle anecdote, il trouvait les sources sur le terrain, mais il les trouvait aussi sur les cartes, aucun problème, il savait exactement la profondeur et ça marchait tout le temps. Là aussi, sans doute certains d'entre vous ont eu des expériences, vous pouvez témoigner, c'était incroyable. Et puis, il y avait aussi le côté rééquilibrage. Donc nous, il nous a expliqué plein de choses pendant toutes ces années à côté de nous, où il a eu la gentillesse de nous ouvrir sa porte vraiment du matin au soir. Et alors, c'était assez extraordinaire. Donc, par exemple, quand je vous disais qu'il ne faut pas couper les angles, ou alors il y avait des gens qui venaient le voir et qui dormaient mal. Donc, ils venaient le voir pour des problèmes de sommeil. Donc, ils disaient, mais si vous voulez bien, je vais venir voir chez vous parce qu'en fait, ce n'est pas un problème de vous, c'est un problème de votre maison. Donc, il allait sur l'endroit et puis il faisait le déménageur. Là, il disait, voilà, le lit n'est pas bien placé, c'est pour ça que vous ne dormez pas, il faut orienter votre lit comme ça. Ou là, il y a un courant qui passe, qui n'est pas sain pour vous, il faut changer ça et ça. Donc, il faisait le déménageur. Et puis, un jour, on était chez des gens. Et puis, il dit, mais il nous avait expliqué comment les anciens construisaient les maisons, parce qu'il avait tout ce savoir, mais sans être nostalgique, il était très moderne quelque part. Et donc, je lui dis un jour, je lui dis, mais vous avez vu, ces gens, ils sont malades, et la maison, ils la font construire, ils ont déjà des problèmes, et elle n'est pas du tout orientée comme vous nous avez conseillé d'orienter les maisons. Alors, il me dit, non, elle n'est pas orientée comme on devrait orienter les maisons. Mais je lui dis, mais pourquoi vous ne leur avez pas dit? Parce que c'est... Mais il dit, bah eux, ils ont choisi comme ça. Mais je lui dis, mais quand même. Mais il me dit, mais il y a les médecins. Voilà. Vous voyez, il n'était pas compliqué. Si on était prêt à écouter ses conseils, ben, il était là. Mais il ne faisait pas d'ingérence non plus. C'était quelqu'un de très, très ouvert. Et voilà. Et j'aurais mille anecdotes à vous dire de lui. Mais peut-être qu'il faut laisser un peu de place pour que vous puissiez témoigner après aussi. Ça marche bien quand même. Non. C'est pas un téléphone. Non, mais si on est à l'eau. Christian, tu sais qu'il faut parler comme ça. Oui, on est à l'eau quand même. D'accord? À l'eau, surtout avec M. Raymond Grandouillet. Donc, justement, c'est un sourcier qui travaille toujours. Il fait beaucoup de choses. Plus fort. Voilà. Donc, avec Raymond, justement, on allait aux sources. Et je dirais qu'on allait à la source des êtres et des choses. C'était extraordinaire. On n'était plus dans le domaine, si vous voulez, commun de la vie courante. On était dans un autre monde. On était dans un monde presque irréel à des moments. C'est-à-dire qu'on avait les réponses avant même de raisonner. On était dans un monde non linéaire, donc du ressenti, du sourcier, où il avait la réponse avant même de raisonner. Et ce monde-là, il est régi par le principe de résonance
harmonique. Là, je vais rationaliser un peu le débat, si vous voulez. C'est-à-dire que ce mot résonance, on ne le connaît pas, mais Raymond le connaissait parfaitement. C'est-à-dire qu'il le vivait, lui. Il le vivait. Il le vivait tous les jours, et c'est pour ça qu'il était en omniprésence et en omnipénétrabilité avec les êtres et les choses. Donc, ce mot résonance résonne très bien dans ma tête. Et pour beaucoup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Résonner, c'est faire écho. Et quand il y a un écho, il y a un aller-retour. Il y a une communication. Il y a une communication. Il y a un aller-retour. Il y a un écho entre plusieurs plans, entre plusieurs parties, entre plusieurs agents. Donc souvent, on ne comprend pas. Pour qu'il y ait écho, il faut qu'il y ait retour. C'est-à-dire qu'on reçoit et on donne. Mais Raymond donnait et recevait. Et recevait énormément de personnes et donnait toute sa vie aux autres. Donc, souvent on oublie ce mot résonance. C'est-à-dire qu'il était dans l'information immédiate du sourcier. Et ce mot information, dans le monde de l'information, eh ben, on le maltraite. Je vous le dis quand même. Donc, dans ce monde de l'information, on pense que la qualité première d'une information, c'est son contenu. C'est évident. Eh bien non, ce n'est pas son contenu, contrairement aux apparences. La qualité première, principale d'une information, c'est sa résonance, sa fréquence. Quand vous voulez prendre Radio Monte-Carlo ou France Inter, ou une chaîne de télévision, est-ce que vous vous adressez directement au speaker ou à l'intervenant? Non, il faut d'abord trouver la fréquence. Et Raymond trouvait cette fréquence naturellement pour être en résonance justement avec les êtres et les choses. C'était extraordinaire. Et à distance, bien sûr. À distance. C'était extraordinaire. Donc, Raymond était en résonance avec beaucoup de choses. Avec bien sûr l'eau, sans aucun doute. Mais aussi avec les objets, comme Nathalie l'a dit tout à l'heure. Les objets souvent que les personnes avaient disparu, avaient perdu. Donc, il était en résonance aussi avec les lieux, avec les personnes, à distance bien sûr, avec des personnes vivantes ou décédées. Il était capable aussi d'être en résonance avec les lieux et de remonter l'histoire des lieux. L'histoire des lieux. Les mémoires des lieux. Et les mémoires de tous ceux ou de toutes celles qui avaient vécu dans ces lieux. C'était incroyable, mais vrai. Et là, je vais essayer d'employer, si vous voulez, ces expressions pour le faire revivre l'espace d'un temps. J'ai trouvé 13 expressions qu'il employait souvent quand j'allais le voir. Alors je vais essayer de le faire revivre un peu à travers ces expressions, ce qui est assez difficile quand même, mais je vais essayer quand même. Alors, il me disait par exemple qu'il lisait de moins en moins de livres, parce que ça le brouillait. Ça le brouillait, alors que nous, intellect, ça ne nous brouille pas. Ben si, ça brouille. Ça brouille quelquefois l'intellect. Bien que l'intellect, par la voie intellectuelle, on arrive au même résultat que par la voie intuitive du sourcier. Mais si on se fixe sur une idée préconçue, sur un a priori, alors l'intellect devient discriminatoire. Alors il nous coupe l'inspiration bien sûr du sourcier. Quand je lui disais quelquefois, mais Raymond, vous lisez dans mes pensées, il me répond, crains pas, vous ne savez pas que je vous suis. Il me suivait partout, c'est bizarre. Il me suivait comme il suivait beaucoup de personnes à distance. Il savait exactement où j'étais, avec qui j'étais. Il connaissait ma vie. Parfois aussi, le soir, quand je le quittais, il me disait « Je vais faire mon petit train-train. » Mon petit train-train, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, mon petit train-train,
c'est quand il se connectait avec l'invisible. Il avait plusieurs manières de se connecter. Il se connectait avec des gens, comme il disait, plus haut placés que nous. Plus haut placés. Qu'est-ce que ça veut dire, plus haut placé? Ben, ça veut dire qu'il se connectait avec des gens comme Ramana Maharshi, qui est un sage indien. Tous les jours, il se connectait avec Ramana Maharshi ou d'autres. Donc il avait une conversation télépathique avec eux, directe, à distance. Parfois, il n'arrivait pas à converser avec ces personnes plus haut placées. Donc il sentait leur présence. Il sentait la présence d'être venu d'ailleurs. Il sentait beaucoup de choses. C'était extraordinaire. Raymond était aussi capable de dire, par exemple, l'étoile ou la constellation qui alimente en énergie et en information un haut lieu cosmo-tellurique extraordinaire. Il voyageait dans les étoiles tout en restant assis sur sa chaise. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il était capable de vous donner le nom de votre ange gardien. Et quand je lui demandais, alors les anges, ça existe? Il me disait, oui, bien sûr, mais ils ne sont pas très haut placés. Et les archanges? Oui, ils existent, mais ils ne sont pas très haut placés. Mais alors, Raymond, il y a des êtres encore plus haut placés? Bien sûr. Il y a des êtres bien plus haut placés. Et vous les sentez? Ah, bien sûr. Et puis, il avait une expression. Quand il ne voulait pas continuer une analyse ou une conversation, alors il avait une manière énigmatique de couper la séance. Il vous disait, dans ces choses-là, il faut se méfier. Ou quand, vous l'avez vu dans le film, quand il parle de, quand on lui demande si c'est son grand-père qui lui a donné son nom, alors il dit, ça, c'est autre chose. Parce qu'il avait plusieurs transmissions. On a travaillé sur les codes de transmission avec lui. Donc, vous voyez, on est allé quand même assez loin dans notre analyse. Et quand il aussi ne voulait pas aller plus loin, parce que la personne n'était pas prête à recevoir certaines informations, par exemple, il disait, oh, mais ça me dépasse, même si ça ne le dépassait pas. Il me disait aussi, ça, c'est trop compliqué. C'est plus compliqué que ça. Vous voyez? Donc je vous rappelle des phrases qui m'ont marqué à vie. Voilà, et ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que Raymond, avant tout, est un être humain, avec ses défauts et ses qualités. On a voulu souvent me le démolir, mais je suis resté toujours impassible devant les commérages. Donc, c'est un être humain, avant tout. Et cela nous montre qu'on a de grandes possibilités, d'extraordinaires possibilités, des possibilités insoupçonnées. Mais comme il me disait, ça se travaille, ça se travaille. Et pour concrétiser ce que je viens de dire, je vais prendre deux exemples. Je pourrais vous en prendre des dizaines, mais je vais vous en prendre deux qui, à mon avis, sont intéressants. Le premier exemple, c'est une personne disparue. Et Raymond travaillait sur les enfants, essentiellement, les enfants disparus, essentiellement, parce qu'il respectait, bien sûr, le libre arbitre des adultes. Mais quand je lui demandais de travailler sur une personne adulte disparue, il ne me refusait jamais. Mais bien sûr, on allait avec prudence dans ce domaine-là, bien entendu. Et là, je vais vous prendre un exemple. Un exemple, je vais vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez l'histoire. J'ai accompagné dans le coma un jeune, excusez-moi, de 22 ans, et il est mort le 14 avril 1994. Il s'appelait Christophe. Quelque temps après la mort de Christophe, sa maman est venue me voir. Il m'a dit, le parrain de Christophe a disparu.
est-ce que tu pourrais faire intervenir Monsieur Grandouillet? J'ai accepté. Je suis allé voir Monsieur Grandouillet comme d'habitude, sans le prévenir, parce que souvent il était chez lui, sauf quand il partait pour les sources. Et j'avais amené avec moi un bout de tissu du pantalon du disparu, une photo du disparu, et je suis arrivé chez Raymond sans le prévenir. Il était là. Et avant même que je lui parle, il me dit, en regardant la photo et le bout de tissu du pantalon, « Je n'en ai pas besoin, c'est déjà fait. » C'est déjà fait? Oui, c'est déjà fait. Il m'ajoute, « La personne disparue, elle est apparentée au jeune que vous avez accompagné dans le coma. Je ne lui en avais jamais parlé. » Et je lui dis, « Raymond, mais je ne vous ai jamais parlé de ce jeune, et encore moins de ce coma. Mais vous ne savez pas que je vous suis ?» Et il ajoute, cette personne est morte et on ne peut pas récupérer le corps. Mais qu'est-ce que je vais dire à la famille? Vous allez dire ça? Vous allez dire ça? Qu'elle est morte et qu'on ne peut pas récupérer le corps. Mais vous savez où se trouve le corps? Bien sûr. Vous pouvez me le dire? Si vous le gardez pour vous, je vous le dirai. Alors bien sûr, j'ai dit oui. Et à ce moment-là, il m'a dit, cette personne se trouve entre Saint-Vallier, dans la Drôme, et Tain, l'Ermitage. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée en se jetant dans le barrage de Gervans. Et le corps est maintenant dans les turbines du barrage de Gervans. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas le récupérer. Donc j'attire votre attention sur 3 éléments. Déjà, c'est très étonnant qu'il ait déjà résolu le problème alors que je n'avais pas prévenu. Deuxième élément, étonnant. C'est étonnant qu'il connaisse la parenté de la personne disparue avec le jeune que je connaissais, Christophe. C'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Troisième élément, j'attire votre attention là-dessus. Troisième élément, non seulement, bien sûr, il savait comment la personne était morte, mais où se trouvait, bien sûr, le corps d'une manière précise. Je prendrai un deuxième exemple, qui est aussi intéressant, mais qui est différent. Je travaillais souvent avec lui, avec des scientifiques, ouverts bien entendu. Et en particulier, j'ai travaillé avec un parent d'élève, qui était anthropologue et ethnologue à Annonay. Et ce parent d'élève me parlait souvent de ses recherches. Et un beau jour, il me dit, « Oh, je suis là depuis 8 mois sur un squelette et j'avance pas. Je sais peut-être que c'est une femme, que c'était une femme, mais encore j'ai beaucoup d'erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs et je le sais à 80%. Et je lui dis, mais moi je connais quelqu'un qui peut vous aider. Et je lui parlais de monsieur Raymond Grandouillet. Et on décida bien sûr d'aller voir monsieur Raymond Grandouillet. C'était au mois d'août. J'invitais cette personne à Plafailly pour passer la journée. Et le soir, je me suis dit, il est souvent là, à 18 h, sans le prévenir comme d'habitude, je me rendais chez Raymond. Raymond n'était pas là. Il cherchait des sources. On a attendu 2 heures. Il est arrivé vers 20 h. Et le voyant arriver, je lui dis, monsieur Raymond Grandouillet, mais on arrive au mauvais moment. Vous êtes exténué par votre journée. Ça ne fait rien, il fait. Je vous attendais. Et je présente rapidement l'anthropologue. Et on était à peine entré dans sa cuisine. Il s'adresse déjà à l'anthropologue avant même qu'il parle et qui lui dit « Je sais pourquoi vous venez. Vous venez pour un squelette. Vous travaillez sur un squelette. » Alors, l'anthropologue était étonné déjà et lui dit « C'est une femme.
Et l'anthropologue lui répond, mais j'aurais préféré que ce soit un homme, parce que je cherche un certain Saint Paul qui a évangélisé le sud-ouest de la France. Et il lui dit, l'anthropologue, mais vous êtes sûr, monsieur Grandouillet? Parce que moi, je ne suis pas sûr. J'ai 20% encore d'erreur. Mais je suis sûr à 20%, je suis sûr à 100%, lui fait, que c'est une femme. Mais, et il ajoute, mais vous, scientifiques, avec les moyens que vous avez, c'est facile de trouver le sexe d'un squelette. Et l'anthropologue dit, non, je viens de vous le dire, j'ai encore 20% d'erreur. Et Raymond qui continue, mais elle n'est pas seule. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Je veux dire que vous avez un deuxième squelette. Ah, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Moi, si. C'est son garçon, dit Raymond. C'est son fils. C'est son garçon. Et il continue. Il dit, ils ont vécu dans la région de Narbonne. Ils appartenaient aux premiers chrétiens. Et ils ont été assassinés le même jour. Et ils ont été enterrés, la femme et son fils, dans la cathédrale de Narbonne. L'anthropologue n'en revenait pas. En sortant, il me dit, j'ai jamais vu un personnage aussi extraordinaire. C'est incroyable, mais vrai. Il n'en revenait pas. Voilà déjà un deuxième exemple, vous voyez, qui vous montre il était très humble, Raymond, et il pensait naïvement que la science était plus efficace que lui. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Raymond était capable de beaucoup de choses, mais il voyageait dans les étoiles au sens propre comme au sens figuré. Il pouvait voyager dans les étoiles tout en restant assis sur sa chaise. Ça veut dire, en termes clairs, qu'il pouvait, disons, sentir tout un tas de planètes habitées. Il pouvait converser avec, je dirais, nos grands-pères et nos grands-mères des étoiles. Et ça aussi, c'est extraordinaire. Et ça ouvre la vie sur d'autres planètes, et ça donne beaucoup d'espoir. Parce que, pour Raymond, et ça j'ai compris, la vie ne s'arrêtait pas là. Et le mot-clé, bien sûr, j'ai compris, c'est le mot évolution. On évolue vers quelque chose de meilleur, je dirais, et d'une vie meilleure. Voilà, chacun, bien sûr, a son opinion là-dessus. Mais moi, il m'a renforcé la foi, une foi formidable, grâce à Raymond. Donc je le remercie énormément. Ce que je dirais simplement, c'est que Raymond m'a apporté énormément. Maintenant, je fais confiance à la vie et à l'après-vie. Simplement. Et il m'a, comment dirais-je, il m'a rendu l'imperceptible perceptible et l'impossible possible. Merci de votre attention. Merci, Merci, Christian. Après la présentation, d'Alain. Merci. Alain a structuré. J'ai une feuille, j'ai structuré pour essayer de faire court, sachant que mes camarades avaient parlé de moi. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus. Je voudrais remercier Françoise et Claude d'avoir organisé cet événement. Et bien évidemment, Jean et Christian qui nous ont permis de rencontrer M. Grandouillet. Alors ici, ce que je vais dire est un petit peu étonnant, risque d'en surprendre plus d'un. Et ce que je vais dire a été validé par M. Grandouillet lui-même. Et ici, je représente un petit peu le côté oriental de M. Grandouillet.
Donc je vais m'en expliquer tout de suite en 4 points. Premier point, je crois que face à quelqu'un comme M. Grandouillet, c'est un peu comme face à une jolie femme. Des gens comme Strauss-Kahn, par exemple, verraient, ou un Don Juan verrait dans une jolie femme quelqu'un de désirable. Un loup affamé verrait un morceau de viande, et un yogi verrait un cadavre. Face à M. Grandouillet, ça veut dire donc que la façon dont on perçoit M. Grandouillet varie selon notre éventuellement degré d'évolution, selon notre conscience, selon nos besoins, selon nos difficultés dans la vie, selon nos souffrances. Donc tout d'abord, le premier point, je crois que Christian et Jean, Nathalie l'ont rappelé, donc je vais faire très court. Je crois que d'un point de vue oriental, M. Grandouillet représente les capacités infinies de l'esprit humain, que nous avons tendance à négliger sous le poids justement aujourd'hui des technologies modernes comme la robotisation, les systèmes cyberphysiques, les calculateurs, les algorithmes et la perspective du transhumanisme dans les années qui viennent, qui sont des perspectives d'un point de vue humaniste un petit peu inquiétantes et qui inquiétaient déjà aussi M. Grandouillet. Donc, capacité infinie de l'esprit humain, et en même temps, et je crois que Nathalie qui a répété un nombre incalculable de fois l'adjectif incroyable, montre que le caractère précieux non seulement de M. Grandouillet a un effet miroir qui nous révèle par un effet d'écho et de résonance le caractère hautement précieux de l'existence humaine et des possibilités qui nous sont offertes. Donc à ce titre, M. Grandouillet était, en tout cas pour moi, je parle en mon nom, était un exemple. Deuxième partie, M. Grandouillet me semble également un philosophe au sens antique du terme. Et je crois que mes camarades l'ont rappelé tout à l'heure, quelqu'un qui nous apprend à vivre, qui augmente, comme a dit Nathalie, la sensation de vie, et quelqu'un qui finalement, par cet effet miroir, nous pousse à nous connaître et également à tenter de nous apaiser, d'atteindre une certaine forme de quiétude et éventuellement de nous libérer des passions tristes et des difficultés que nous rencontrons dans la vie. De ce fait, je vais vous présenter donc très rapidement ce qui fait que j'affirme aujourd'hui que M. Grandouillet est un philosophe au sens antique. Parce que M. Grandouillet proposait un travail très personnel que je décline en 3 volets. Premier volet, développement de l'attention et de la conscience du présent dans la vie ordinaire. Deuxième volet, s'appliquer à bien faire les choses. Troisième volet, se questionner et réfléchir sur ce que l'on est. Et ça, c'est un travail donc qui était mené individuellement et ayant eu des contacts personnels avec M. Grandouillet, c'est ces points-là qui m'intéressaient. En ce qui concerne le travail de groupe qui a été mentionné préalablement, toujours dans cet aspect de M. Grandouillet comme philosophe au sens antique, le travail de groupe comprenait aussi 3 volets. Les entretiens qu'on avait généralement quotidiennement avec M. Grandouillet, comme art d'accoucher de soi, Jean l'a dit au début de son intervention, et moyen aussi de développer la compréhension. Donc d'un côté, dévoilement et développement. Développant des capacités qui sont en nous-mêmes et dévoilement de notre nature essentielle. Deuxième volet, l'explication et l'utilisation des hauts lieux comme Plafaï. Il y aura peut-être des questions. Troisième volet, le développement de l'amitié spirituelle et de la fraternité dont je parlerai à la fin. Troisième dimension qui m'intéresse au premier chef, c'est la dimension orientale de M. Grandouillet. Et ce que je vais dire a été confirmé par M. Grandouillet. Du fait de mes études et de mon engagement donc, dans des traditions orientales, j'ai été très intéressé, Jean l'a rappelé, de rencontrer M. Grandouillet et surpris de ses réalisations, de sa connaissance. Et moi, je ne m'intéressais pas tellement aux sources, à tout ce qui était géobiologie, ça m'intéresse, hein, et je souscris tout à fait à ce qui a été dit, mais je m'intéressais plutôt, je dirais, à la dimension, bien que tout soit spirituel, mais à la dimension proprement peut-être intellectuelle de la démarche. Et M. Grandouillet, finalement, s'est servi aussi de nous pour essayer de recadrer dans le verbe ce qu'il ressentait de façon intuitive et immédiate.
Donc nous, on a essayé de faire une approche, je dirais, scolaire, entre guillemets, pour tenter de mettre des mots derrière ce qu'il ressentait. Et en ce qui concerne sa dimension orientale, j'en suis arrivé à cette conclusion, qui a été validée d'ailleurs par lui-même. Bon. Je vois M. Grandouillet comme un maître de la non-dualité. Alors je vais expliquer très brièvement ce que c'était. Un maître de la non-dualité qui ressentait les lignées spirituelles indiennes et tibétaines, et j'ai bon nombre d'exemples qui le prouvent, et j'ai également des contacts dans des milieux spirituels tibétains qui le prouvent. 4 points là, 5 points pardon, essentiels pour avoir une approche de la non-dualité et comprendre en fait comment peut-être à ce niveau-là fonctionnait M. Grandouillet. Premier point, reconnaître la nature authentique de la réalité, l'idée que tout est un, tout vit en dépendance d'autre chose, rien n'est séparé, donc rien n'est réel en soi-même, notre corps par exemple. Deuxième point important, distinguer le relatif de l'ultime. Tout ce dont on a parlé jusqu'à présent existe dans le monde de la forme, qu'il s'agisse du visible ou de l'invisible, qu'il s'agisse donc des sources par exemple, ou de la guérison, on demeure dans le monde des formes. Le monde des formes est un monde qui se transforme continuellement, et selon la non-dualité, ce que nous voyons n'est qu'une apparence transitoire. Donc il existe une réalité ultime, une réalité authentique, et je crois que le message de mes camarades précédemment, c'était de montrer aussi que M. Grandouillet justement arrivait à intervenir dans la réalité relative, parce que dans une expérience non duelle, il vivait l'expérience immédiate de la réalité ultime. Troisièmement, pour comprendre la réalité ultime, il suffit de regarder ce que nous avons fait jusqu'à présent. Nous n'avons cessé, et je le fais aussi, de nommer les choses. Donc nous les délimitons, nous les étiquetons, et de ce fait nous fractionnons notre expérience du réel en différentes catégories, et nous demeurons de fait prisonniers de ce processus incessant, qui est un processus mental limité, enchaîné à toutes sortes de désirs, de craintes et d'espoir. De ce fait, nous sommes bloqués donc, dans des schémas mentaux, qui fait que dans le film que nous avons vu initialement, M. Grandouillet disait beaucoup de gens pourraient développer quelque chose, mais en fait, ils ne s'y intéressent pas, ils ne recherchent pas, donc ils ne font pas un travail qui permettrait de débloquer ces schémas mentaux dans lesquels nous nous trouvons. Donc, quatrième point, cette captivité que nous subissons étant de nature mentale, il est possible de s'en délivrer. Donc, il existe, Christian l'a dit tout à l'heure sous la forme d'un espoir, il existe quelque chose de plus grand que nous-mêmes, et il faut tenter, tant que faire se peut, de se décaler de soi. Et enfin, dernier point, la délivrance dont je parlais tout à l'heure, dans la perspective non duelle, est une prise de conscience d'une liberté heureuse et accomplie, sans objet, riche de plénitude et de connaissance. Et M. Grandouillet donc offrait un certain nombre de moyens. Alors pour faire très court, je les ai recensés en les densifiant au maximum, et j'en ai répertorié 3. Premier point, l'enseignement par le silence, par des signes ou des actions, pour élever le niveau de compréhension et de bienveillance. M. Grandouillet, souvent, quand on allait le voir, ne disait rien. Et il m'est arrivé, et Nathalie l'a vécu aussi, il nous est arrivé de rester 10 minutes, un quart d'heure, sans rien dire. Donc, dans des expériences que j'ai connues en Inde, et que j'ai connues aussi auprès de certains Tibétains, donc ça m'a énormément frappé, et c'est comme ça que j'ai compris, si vous voulez, que M. Grandouillet avait une dimension orientale, et en le questionnant sur les lignées spirituelles indiennes et tibétaines, je me suis rendu compte qu'il en connaissait énormément, et qu'il le ressentait, et je crois que Christian a dit tout à l'heure qu'il ressentait Ramana Maharshi, un grand maître indien du Jnana Yoga et de l'Advaita Vedanta, donc des écoles traditionnelles reconnues en Inde, et lui-même était reconnu internationalement. M. Grandouillet le sentait comme il sentait les sources, si vous voulez. Deuxième moyen mis en œuvre par M. Grandouillet, l'utilisation des hauts lieux comme Plafailly, qui sont devenus des supports de compréhension et des supports d'expérience. Puis enfin, troisième moyen mis en œuvre par M. Grandouillet, manifester dans l'action ordinaire et quotidienne l'intelligence immédiate de la réalité ultime et l'intelligence du cœur. Et nous faire comprendre finalement que
La compréhension éclaire la compassion et la bienveillance éclaire en retour la compréhension. Il y a donc un lien qu'incarnait profondément M. Grandouillet pour celui qui faisait l'effort de le voir ainsi, un lien entre un ressenti, un vécu de la bienveillance, une ouverture aux autres et une compréhension profonde de la vie et du sens de l'existence. Et enfin, je termine mon quatrième point, un point que j'estime aussi essentiel, c'est l'amitié spirituelle. Monsieur Grandouillet, finalement, a permis que nous soyons là aujourd'hui. Monsieur Grandouillet m'a permis personnellement de rencontrer Jean, Marie-Thérèse, Christian et d'autres personnes. Monsieur Grandouillet a éclairé aussi notre expérience personnelle de la vie. Sans Monsieur Grandouillet, je crois que j'aurais moins bien compris, par exemple, les philosophies orientales alors que je les ai étudiées. J'aurais moins bien compris peut-être même le bouddhisme alors que j'ai écrit un livre sur le bouddhisme. Donc, Monsieur Grandouillet m'a ouvert sans doute à une plus grande humilité, à une compréhension que l'amitié spirituelle était quelque chose d'extrêmement fécond, d'extrêmement vivant et d'extrêmement durable. Donc, moi je perçois M. Grandouillet comme un ami spirituel qui nous aide finalement à entrer en résonance avec une qualité d'être au monde et qui nous aide aussi à devenir de meilleurs êtres humains. De ce fait, M. Grandouillet est une source d'inspiration, une aide précieuse, et au-delà de sa disparition en 2003, son inspiration demeure, l'amour qu'il a donné aux gens qui l'ont côtoyé, vit encore dans le cœur de ces gens-là. Et enfin, je conclue avec ça, je crois qu'il est un exemple vivant de ce qu'est la guérison spirituelle, au-delà de la guérison physique, au-delà des souffrances que nous vivons ou que nous serons tous amenés plus ou moins à vivre, au-delà aussi des croyances, au-delà des dogmes et au-delà des religions.